Mercredi 30 juin 1999. Le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, un homme à la voix tremblante. Martin Kaiser, qui est représentant commercial, annonce qu'il vient de découvrir un corps dans un champ de maïs le long de la route 367 à West Alton. Cette route, il la connaît par cœur, vu qu'il l'emprunte 2 fois par semaine depuis 5 ans. Chaque virage, chaque panneau lui est familier. Mais aujourd'hui, son regard a été attiré par une tache sombre au milieu du vert uniforme des plants de maïs. Il raconte qu'à 16h43 précisément, il a ralenti sa voiture, qu'il a eu la mauvaise idée de s'arrêter et de descendre pour aller voir. La chaleur le frappe comme un mur invisible. 35 degrés à l'ombre, ça fait beaucoup pour un début d'été. L'air est si lourd qu'il fait danser le bitume à l'horizon. Il s'avance vers le champ, écartant les tiges de maïs qui lui fouettent le bras. Plus il s'approche, plus son pouls accélère et c'est là qu'il le voit. Un corps d'homme, allongé sur le dos, la peau noircie par le soleil, gonflée par la décomposition. Une vision d'horreur. Ce que Martin ignore, c'est que cette zone près de West Alton est connue des policiers. Un véritable dépotoir pour criminels. Une prostituée y avait été retrouvée abattue en 1995. 2 autres corps y sont découverts dans les années suivantes, comme si cet endroit isolé exerçait une étrange attraction sur la mort. Quand les policiers arrivent sur place, ils sont frappés par l'absence de signes évidents de violence. Il n'y a pas de sang, pas de blessures visibles, pas de traces de lutte dans le champ environnant. Juste un homme, mort, comme s'il s'était allongé là pour faire une sieste dont il ne se réveillerait jamais. Ce qu'il reste du corps est envoyé au médecin légiste du comté de Saint-Charles. Dans la lumière crue de la salle d'autopsie, le médecin légiste ne retrouve rien de concluant, et la chaleur et le temps ayant déjà fort détérioré le corps, classent la cause du décès comme indéterminée. Impossible de dire s'il a été tué ou s'il est mort de cause naturelle. En fouillant ses effets, il découvre dans ses poches 2 feuilles de papier, 2 simples feuilles pliées en 4. Lorsqu'il les déplie, ce sont des lignes et des lignes de caractères incompréhensibles. Un mélange de lettres, de chiffres et de symboles qui ne veulent absolument rien dire. Selon le médecin légiste, on aurait dit des frappes aléatoires sur un clavier, mais avec une certaine structure. Ce n'était pas totalement désordonné. Ces 2 feuilles de papier sont au cœur de l'une des énigmes les plus fascinantes de la cryptographie moderne. Un code que personne, absolument personne, n'a encore réussi à déchiffrer. Pas même les meilleurs experts du FBI. Au départ, les autorités ne savent pas à qui appartient le corps. Aucune disparition correspondante n'est signalée. Finalement, le corps est identifié comme étant celui de Ricky McCormick, 41 ans. Et son histoire commence bien avant cette journée étouffante. Son identification prend plusieurs jours. Et pour cause, personne n'a signalé sa disparition. Pas même sa propre mère. Qui était vraiment Ricky McCormick ? Soyons honnêtes, la plupart des gens n'auraient pas accordé une seconde d'attention à Ricky. Il mesurait 1m68, avait une silhouette maigre. Ricky vivait dans un quartier modeste de Saint-Louis, à 25 km du lieu où son corps a été retrouvé. 25 km. Et savez-vous ce qui rend ce détail si troublant ? C'est que Ricky, il conduisait pas. Il avait ni le permis, ni un véhicule. Alors comment s'est-il retrouvé là-bas ? Il n'y avait aucun moyen de transport public vers cette zone isolée. Quelqu'un a forcément conduit Ricky jusqu'à cet endroit. Mais qui ? Et pourquoi ? Selon les sources, McCormick était un décrocheur du secondaire. Il avait donc quitté l'école, considéré comme fonctionnellement illettré. Sa mère, Frankie Sparks, l'a décrit comme attardé. Enfant, il ne jouait pas avec les autres et restait souvent seul pendant la récréation. Il finit par abandonner le lycée Martin Luther King à Saint-Louis sans jamais apprendre à lire ni à écrire correctement. Et pourtant, ces 2 feuilles trouvées dans sa poche contiennent un code si sophistiqué qu'il défie encore aujourd'hui les experts en cryptographie du FBI. On nous dit que Ricky était illettré, et dans le même temps qu'il gribouillait à longueur de journée des pages et des pages que lui seul comprenait, et ça vous met pas la puce à l'oreille. Le cousin de Ricky le décrivait aussi comme étrange, disant qu'il parlait comme s'il vivait dans un autre monde. Certains soupçonnent une schizophrénie ou un trouble bipolaire non traité. Malgré ça, il parvenait à occuper des petits boulots tout en touchant une allocation pour handicap, en raison de problèmes cardiaques et pulmonaires chroniques. Apparemment, il s'essoufflait au moindre effort.
C'est son voisin qui raconte qu'il pouvait à peine marcher jusqu'au bout de la rue sans s'arrêter plusieurs fois pour reprendre son souffle. Alors sérieusement, vous l'imaginez, vous, parcourant 25 km à pied? 12 ans après les faits, le FBI reclassera officiellement l'affaire comme un homicide, un meurtre. Ils n'ont pas abandonné l'affaire, non. Ils ne l'ont pas non plus jeté dans un tiroir. Ils en sont convaincus, c'est un meurtre. Maintenant, reste à le prouver. Visiblement, Ricky n'était pas juste un être frêle et un peu simplet. Il en a connu des histoires dans sa vie. Quand bien même il ne s'est jamais marié, il a eu 4 enfants. 2 de ses enfants ont été conçus avec une jeune fille mineure. D'ailleurs, d'après certaines sources, elle n'avait que 14 ans. Ce qui l'a conduit à plaider coupable pour viol statutaire et à passer presque 1 an en prison avant d'être libéré sur parole. Au moment de sa mort, Ricky avait 41 ans et vivait par intermittence avec sa mère âgée dans la région de Saint-Louis. Il travaillait à temps partiel dans une station-service locale. Ricky menait une vie difficile, mais aucune source ne l'a jamais décrit comme suicidaire ou fou. Il n'avait pas d'ennemis connus, et bien qu'il ait pu consommer des drogues, il n'était qu'un utilisateur occasionnel, loin d'être un baron de la drogue. Alors comment et pourquoi a-t-il été tué ? Si on veut résoudre cette enquête, il va falloir y mettre du nôtre. Alors voici ce qu'on sait de ce qui s'est passé dans les jours précédant sa mort. Le 15 juin 1999, soit 2 semaines avant la découverte de son corps, Ricky prend un bus Greyhound de Saint-Louis à Orlando, en Floride. Un voyage de plus de 1600 km. Il séjourne 2 jours dans un modeste motel, un Econo Lodge. Une simple envie d'évasion ? Non. Selon sa petite amie, ce voyage avait un but bien précis. Ramener de la marijuana de Floride pour son patron, Baha Bob Hamdallah, le propriétaire de la station-service Amoco où Ricky travaillait à temps partiel. À son retour, quelque chose a changé chez Ricky. Sa petite amie le décrit comme effrayé et paranoïaque. Il craignait apparemment d'avoir contrarié un dealer important qui opérait dans son quartier. Comme s'il savait que quelque chose de grave allait lui arriver. Le 22 juin, Ricky se présente aux urgences de l'hôpital Barnes-Jewish de Saint-Louis. Il se plaint de douleurs thoraciques. Est-ce lié à ses problèmes cardiaques habituels ou au stress de sa situation ? Il est gardé en observation et peut finalement rentrer au bout de 2 jours, soit le 24 juin. Le 26 juin, il parle à sa petite amie au téléphone pour la dernière fois. Le dimanche 27 juin, Ricky est aperçu à la station-service Amoco sur Chouteau Avenue, là où il travaillait 3 jours semaine. Et ça, c'est la dernière fois que quelqu'un le voit vivant. Puis c'est le néant. 3 jours sans témoin, 3 jours où Ricky disparaît de la surface de la Terre. Personne ne le cherche, personne ne signale sa disparition, personne ne s'inquiète. Sa propre mère pense simplement qu'il reviendra quand il sera prêt. Le mercredi 30 juin, son corps est découvert dans ce champ de maïs isolé. Ce qui fait 5 jours entre sa dernière apparition et la découverte de son corps. Mais que s'est-il passé pendant ce laps de temps ? Comment est-il mort ? Qui l'a emmené dans ce champ ? Et pourquoi ? Ces questions reviendront en boucle dans cette affaire. Cette histoire vous paraît déjà étrange, alors attendez de découvrir les suspects potentiels dans ce qui pourrait bien être un meurtre. On a le suspect principal, Gregory Knox, un dealer local de Saint-Louis. Un informateur de police raconte que Knox se serait vanté d'avoir tué un homme noir qui travaillait dans une station-service de Chouteau Avenue. L'informateur ajoute que Knox aurait dit avoir abandonné le corps près de West Alton, exactement là où le corps de Ricky a été retrouvé. Troublante coïncidence, n'est-ce pas ? Mais ce ne sont que des oui-dire. Knox était déjà dans le viseur de la police pour d'autres homicides dans la région de Saint-Louis. Mais les autorités n'ont jamais réuni suffisamment de preuves pour l'inculper. En janvier 2001, il est finalement condamné pour possession de drogue. Ce n'est pas vraiment la même chose, mais au moins il est derrière les barreaux. Un autre suspect est mentionné, et non des moindres. Baha Bob Hamdallah. Il est le patron de Ricky à la station-service. Lui, c'est un vilain, un méchant. Son profil est pour le moins inquiétant. 2 mois seulement après la mort de Ricky, en août 1999, Hamdallah est blessé par balle par son propre frère. Étrangement, il ne porte pas plainte, mais l'enquête sur cette fusillade, elle, révélera des informations plus que troublantes sur cet homme. Selon les rapports de police, Hamdallah était lié à des membres de gangs noirs de la ville de Saint-Louis et à l'usage de stupéfiants.
Il était réputé pour être violent et possédait plusieurs armes, notamment des armes de poing et des couteaux. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En 1997, Hamdallah aurait tiré sur un homme sans jamais être poursuivi. En 1998, il blesse par balle l'un de ses frères aînés, qui refuse étrangement également de porter plainte. Non mais c'est quoi cette famille ? Le même mois, il est arrêté pour agression après avoir battu un homme avec un marteau rouillé. Et voici le plus troublant, cet homme qui l'a agressé au marteau est abattu 2 semaines avant de témoigner contre Hamdallah au tribunal. Un meurtre bien pratique qui reste non résolu à ce jour. Simple coïncidence ? Je ne crois pas, non. En 2002, Hamdallah est condamné pour meurtre au premier degré dans une autre affaire. Il écope de 38 ans de prison, mais est libéré en 2008 après avoir obtenu un nouveau procès. Avec un tel passif de violence, il est tout à fait possible que ce charmant jeune homme soit impliqué dans la mort de McCormick. D'autant plus si Ricky transportait effectivement de la drogue pour lui depuis la Floride. Selon le commandant du bureau des enquêtes criminelles, si on se fiait à l'instinct policier, il y a probablement eu acte criminel. Ils n'ont simplement pas été en mesure de le prouver. Les preuves manquent. Le corps de Ricky ne présente pas de blessures par balle ou de traces d'agression au marteau, qui sont les méthodes privilégiées par Hamdallah. Peut-être est-ce à cause de l'état de décomposition avancé qui aurait effacé ses traces, ou parce que Ricky est mort d'une autre manière. L'affaire aurait pu en rester là, un mystère non résolu parmi tant d'autres. Mais c'était sans compter sur les 2 feuillets de papier trouvés dans la poche de Ricky. Comme on a dit, 12 ans après la découverte du corps, soit en 2011, le FBI fait quelque chose d'extraordinaire. Il publie les notes trouvées sur Ricky et demande l'aide du public pour les déchiffrer. Ces 2 feuilles de papier défient toute logique. Toute tentative de déchiffrement échoue. Pour comprendre à quel point ce code est anormal, laissez-moi vous expliquer brièvement comment on déchiffre habituellement un message codé. Prenez n'importe quel texte en français, certaines lettres apparaissent plus souvent que d'autres. Le E est la plus fréquente, suivi du A puis du S. En anglais, c'est le E, suivi du T puis du A. Quand quelqu'un remplace chaque lettre par un symbole pour créer un code, ses fréquences restent les mêmes. Le symbole qui remplace le E apparaîtra plus souvent que les autres. C'est une signature statistique immuable qui permet aux experts de commencer à déchiffrer la plupart des codes. Ils cherchent aussi des mots courts qui reviennent souvent. Bleu, de, et en français, the, and, for en anglais. Ces mots servent de point d'ancrage. Une fois identifiés, ils révèlent plusieurs lettres qui aident à déchiffrer le reste. Mais avec le code de Ricky, rien. Absolument rien. Aucun symbole ne suit la distribution de fréquences attendue. Aucun modèle reconnaissable. C'est comme s'il avait inventé un langage qui défie les lois fondamentales de la linguistique et des mathématiques. Selon le chef de l'unité de cryptanalyse du FBI, Dan Olson, ce n'est pas que du charabia ou des frappes arbitraires sur un clavier. Il ajoute que même s'il découvrait que Ricky écrivait simplement une liste de courses ou une lettre d'amour, il voudrait quand même comprendre comment ce code a été construit. C'est un système dont ils ne savent absolument rien. Le FBI a utilisé les programmes informatiques les plus sophistiqués, capables d'analyser des millions de combinaisons par seconde, des algorithmes qui peuvent reconnaître des motifs invisibles à l'œil humain, sans succès. Des cryptographes du monde entier se sont penchés sur ces notes, des linguistes, des mathématiciens, des informaticiens, des psychiatres, et tous ont échoué. Et voilà le paradoxe qui rend cette affaire si fascinante. Comment un homme décrit comme pratiquement illettré par sa propre famille aurait-il pu créer un code si sophistiqué qu'il met en échec les meilleurs experts mondiaux ? La famille de Ricky n'avait pas été informée de l'existence de ces notes. Elle l'apprend en regardant les informations locales 12 ans après les faits. Sa mère s'indigne que les autorités leur auraient dit à l'époque que la seule chose dans les poches de Ricky était le ticket des urgences. Et maintenant, 12 ans plus tard, ils reviennent avec ces gribouillages ? Bien qu'outrée, la famille est formelle. Ricky savait à peine écrire son nom et n'écrivait certainement pas en code. Dans ce cas-là, qui a écrit ces notes et pourquoi Ricky les avait-il sur lui au moment de sa mort ? Face à ce mystère, 4 théories principales ont émergé. À vous de me dire laquelle vous semble la plus plausible. Première théorie, Ricky était un simple messager. Il n'a pas écrit ses notes, il les transportait pour quelqu'un d'autre. Peut-être en lien avec son voyage en Floride ?
Peut-être une communication codée entre trafiquants de drogue? C'est comme ça que les cartels fonctionnaient dans les années 90. Ils utilisaient des messagers qui ne pouvaient pas comprendre les messages qu'ils transportaient, donc ne pouvaient pas les trahir ni les balancer. Qui de mieux qu'un homme illettré pour ce rôle? Et si Ricky avait été éliminé précisément à cause de ses notes? Par Nox? Par Amdallah? Par quelqu'un d'autre? En tout cas, c'est la théorie d'une cryptographe amateur experte. Théorie suivie par beaucoup de monde parce que cela expliquerait le contraste entre l'illettrisme supposé de Ricky et la sophistication du code. Deuxième théorie, on a celle qui dit que ces notes sont un système personnel d'écriture, un sténogramme comme on dit dans le jargon, que Ricky avait développé au fil des ans et que lui seul pouvait comprendre. Les spécialistes en alphabétisation le savent bien. Des personnes en difficulté avec l'écriture conventionnelle développent parfois leurs propres symboles, leurs propres abréviations, qui suivent une logique personnelle déconnectée des conventions standards. Un expert explique avoir rencontré des personnes incapables d'écrire une phrase grammaticalement correcte, mais qui avaient développé des systèmes extrêmement sophistiqués pour gérer leur quotidien. Alors imaginez que Ricky ait créé un système où NCBE signifie pour lui « je me sens mal aujourd'hui », ou MRRE signifie « un rendez-vous médical » par exemple. Sans connaître ces associations d'idées personnelles, nous ne pourrons jamais déchiffrer ce système. Cette théorie est celle que privilégie le chef de l'unité du FBI. Selon lui, les notes sont davantage dans un format de quelque chose écrit pour soi-même que pour quelqu'un d'autre. La troisième théorie suppose que c'est une manifestation psychiatrique. Et si Ricky souffrait de schizophrénie ou d'un autre trouble mental non diagnostiqué, ces notes seraient alors le reflet de sa perception altérée de la réalité. Son cousin le décrivait comme parlant comme s'il était dans un autre monde. Est-ce plus qu'une simple façon de parler? Était-ce le symptôme d'une maladie mentale grave? Mais même les psychiatres sont intrigués par ces notes. On a par exemple une psychiatre qui explique que les personnes souffrant de troubles mentaux produisent généralement des écrits chaotiques, ce qu'on appelle un langage salade. Mais ici, on observe une cohérence et des motifs répétés, ce qui est vraiment fascinant si c'est effectivement le produit d'un esprit troublé. En dernière théorie, peut-être la plus troublante, on aurait une diversion délibérée. Et si ces notes n'avaient aucun sens réel, si leur seul but était de détourner l'attention des véritables circonstances de la mort de Ricky? Le ou les meurtriers auraient placé ces pages sur lui précisément pour créer une énigme insoluble, sachant que les enquêteurs passeraient des années à essayer de la résoudre, au détriment d'autres pistes. Stratégie réussie si c'est le cas, car 20 ans plus tard, nous parlons encore de ce code, mais pas du meurtre. Nous nous demandons ce que signifient ces symboles, mais pas qui a tué Ricky, ni pourquoi. En 2015, un ancien voisin de Ricky aurait remis au FBI un carnet trouvé derrière un radiateur lors d'un déménagement. Un carnet rempli de ces mêmes symboles mystérieux que sur les 2 feuilles. Et sur la dernière page, au milieu des caractères incompréhensibles, une phrase en anglais clair. « Some things aren't meant to be understood », qu'on traduira par « certaines choses ne sont pas faites pour être comprises ». Le FBI n'a jamais confirmé officiellement l'authenticité de ce carnet. Certains pensent qu'il s'agit d'un canular, d'une tentative par un amateur d'entrer dans l'histoire en s'associant à cette affaire célèbre. Après tout, ce carnet, il est sorti de nulle part, 16 ans après. D'autres sont convaincus qu'il s'agit bien d'un carnet de Ricky, et y voient la clé finale du mystère. Non pas pour déchiffrer le code, mais pour comprendre qu'il ne devait jamais l'être, car il n'y a rien à déchiffrer. Est-ce authentique? Est-ce une coïncidence? Ou le message final d'un homme dont la vie n'a commencé à intéresser le monde qu'après sa mort? Ce qui est certain, c'est qu'en 2025, l'affaire reste non résolue. Le FBI garde ce dossier comme un homicide ouvert. Les notes restent indéchiffrées. Les suspects potentiels n'ont jamais été inculpés. La vérité sur ce qui s'est passé entre le 27 et le 30 juin 1999 demeure inconnue. Ce qui est tragique, c'est qu'il a fallu des notes cryptées pour que cette affaire d'homicide reçoive l'attention qu'elle méritait. Sans ces notes, Ricky McCormick ne serait qu'un nom de plus sur une longue liste de meurtres non résolus. Un homme pauvre et sans éducation, dont la mort n'aurait pas fait la une des journaux. Un journaliste a écrit que, peut-être que Ricky n'était pas un modèle de vertu, mais cela ne signifie pas qu'il méritait de mourir, ni que son affaire devrait rester non résolue. Pour la famille de Ricky, la fascination mondiale pour le code est une distraction face à ce qui compte vraiment. Trouver l'assassin de leur fils, leur père, leur ami.
2 feuilles de papier, 68 lignes de texte codé, un homme ordinaire devenu extraordinaire par la seule force de son mystère. Peut-être que la solution dort quelque part dans votre tête, ou peut-être qu'il n'y avait rien à comprendre, et c'est ça qui justement nous obsède encore aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce récit vous a captivé autant que j'ai pris plaisir à vous le raconter. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et si vous ne voulez manquer aucune de nos prochaines enquêtes, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager vos impressions ou suggestions d'affaires qui vous intéressent dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire vraie qui va vous glacer le sang. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.